Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un expert de sujets qui sont parfois encore obtus pour beaucoup d'entre nous dans le secteur de la mode et du luxe. Un dirigeant qui va sans doute pouvoir nous expliquer ce qu'est le Web3, ce que sont les NFT, ce qu'est la blockchain également. Et c'est d'ailleurs peut-être un peu lui qui trace les lignes sur ces sujets-là. Pierre-Nicolas Hurstel, cofondateur d'Ariani et CEO d'Ariani. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Je disais, vous baignez dans le Web3 quasiment depuis le début de ces technologies-là. Vous avez créé Ariani, cofondé Ariani en 2018. C'était un peu les prémices, en tout cas, sur les interprétations de la blockchain dans la mode. Quand vous avez créé Ariani, vous êtes nourri de quoi avec vos 4 cofondateurs ? D'abord, il faut rendre César ce qui est à César. L'idée originale d'Ariani, elle vient de mon associé Frédéric Montagnon, qui est chairman d'Ariani aujourd'hui. Et on lead ensemble cette belle aventure. Lui, c'est un ingénieur. Il est entrepreneur depuis toujours. Et autour de 2012-13, il a commencé à voir l'émergence d'une organisation un petit peu décentralisée autour du Bitcoin. Et en gros, c'est les premières monnaies numériques. Et en fait, ce qui a intéressé son œil d'ingénieur, c'est pas tellement l'actif ou l'alternative monétaire qu'était le Bitcoin, mais c'était plutôt la façon dont des gens s'organisaient ensemble de manière ouverte pour présider aux destinées d'une technologie avec des systèmes de consensus, de vote et d'organisation complètement autonomes et complètement ouvertes. Donc, il s'est mis à suivre tout ça, à investir dans les cryptos, dans des boîtes. Il a montré une première boîte très, très crypto, un exchange. Et puis, arrivé début 2017, il a vu la possibilité d'une prise de maturité de ces technologies qui permettent d'utiliser leurs avantages pour autre chose que de la finance. C'est là qu'il a commencé à réunir un groupe autour de lui. Moi, il m'a proposé d'abord d'être advisor et d'amener ce que je connaissais de la mode et du luxe pour réfléchir à la façon dont ces technologies pouvaient s'appliquer pour le plus grand nombre. Et le problème qui a été visé, c'est le problème de la relation client. Parce qu'aujourd'hui, pour faire simple, Internet, qui était censé être quelque chose d'ouvert, de partagé par tous, a été intermédié par une petite poignée d'entreprises qui, en regroupant les données personnelles des utilisateurs, les monétisent pour permettre à des marques d'être en contact avec ces utilisateurs. Et c'est là où toute la valeur va. C'est là où une grande partie de l'économie de l'Internet réside. Et c'est au détriment des utilisateurs finaux, au bénéfice d'un tout petit nombre d'entreprises, et de plus en plus au détriment même des marques qui payent, parce que plus ça va, plus c'est cher et moins ça marche. Et donc, l'idée d'Ariani, c'est de résoudre ce problème-là avec un fil d'Ariane, c'est-à-dire avec un nouveau lien digital qui n'est plus le fait de récolter des infos personnelles ou le fait d'inviter quelqu'un à venir suivre un profil sur un réseau social centralisé. L'alternative, c'est de distribuer un actif numérique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Pourquoi on va le distribuer ? C'est toutes les questions dont on va parler aujourd'hui. Mais la vision de Fred, c'est de dire on va contribuer à la décentralisation de l'Internet, on va essayer de résoudre les problèmes principaux qui sont posés aujourd'hui autour des données personnelles de la souveraineté numérique par les acteurs centralisés. Et on va essayer de résoudre ça en permettant aux marques de réinventer leur lien digital avec leur communauté, avec un fil d'Ariane.
quand vous avez vendu ce projet, quand Fred a fini à vous contacter, vous avez déjà une expérience autour de ces questions-là. Vous étiez déjà dans l'univers de la mode via Eurovet, l'organisateur de salon, via Remode, mais ces notions-là d'interaction directe entre les différents intermédiaires du secteur, c'était déjà quelque chose qui vous parlait ? Ce qui m'a parlé le plus, c'est l'idée d'intelligence collective et de mise en commun de moyens pour régler des problèmes qu'on ne peut pas régler seul. Dans ma vie précédant Eurovet, Remode et les États-Unis, j'ai commencé dans le conseil. Et la proposition de valeur du cabinet, c'était l'intelligence collective. C'était de dire dans une entreprise, il n'y a pas mieux que les gens qui travaillent dedans pour trouver des réponses aux questions. Ça ne sert à rien de prendre un consultant qui va leur dire où il faut aller. Il vaut mieux les mettre en situation de résoudre ensemble, grâce à l'intelligence collective, ces problèmes-là. Donc la force de la collaboration, d'aller trouver ce qu'il y a en commun et comment est-ce qu'ensemble on peut résoudre des problèmes complexes sans besoin de quelqu'un dehors. Ça, c'était ma première vie. Ça, vous faisiez quoi exactement ? C'était avec quel type de société ? Par exemple, Eurovet. D'accord. Donc, quand Marie-Laure Bellon vient me voir en 2006, à l'époque, c'était qu'est-ce qu'on fait avec le salon de Lyon ? Il faut le mettre en juillet, en septembre, à Lyon ou à Paris. Et la réponse qu'on a donnée, c'est nous, on n'y connaît rien au salon. En revanche, il y a des gens à l'intérieur de l'entreprise et des utilisateurs. Faisons-les travailler ensemble pour définir quelle est la bonne solution. Et donc, c'est ce type de support qu'on a apporté. Donc, moi, je crois beaucoup en ça. Ensuite, quand j'ai rejoint Eurovet pour diriger les États-Unis et intégrer la plateforme de salon qui était rachetée à l'époque par Eurovet, Eurovet, ça appartenait à une fédération. Donc, c'est un outil qui met en commun des actifs pour le bien-être d'une industrie. Et donc, c'est cette idée d'avoir de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire une société commerciale, au service du bien de la résolution d'un des problèmes d'une industrie. Donc là, on est dans l'industrie textile. Le problème, c'est l'exportation, le développement commercial dans un monde où il faut vivre avec des retailers et les marques n'ont pas les capacités d'avoir leur propre réseau de distribution. Et donc, puisque c'est trop difficile de le faire tout seul, on se met ensemble. On crée un salon qui, par ailleurs, est un objet commercial. Il faut payer, il faut qu'il soit suffisant, il faut qu'il ait des profits pour faire fonctionner tout ça. Et l'utilisation de cet outil commun, il permet de régler les problèmes individuels. Donc, quand Fred me dit on va créer une technologie open source et on va faire une association et les gens qui utilisent, les marques qui utilisent la technologie open source vont être membres de l'association et ensemble, ils vont définir ce dont ils ont besoin pour résoudre ce problème de lien digital, moi, j'ai l'impression d'être dans un monde que je connais, puisque c'est finalement ce qu'on faisait, pas avec de la technologie, mais ce que j'ai fait avec du conseil et ce que j'ai fait avec des événements. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que quand je quitte Eurovet en 2017, la conviction que j'ai, c'est que les marques de mode et de luxe ont des problèmes majeurs à traiter pour leur survie et leur réussite. Un problème de distribution évident, puisqu'elles sont intermédiées par des wholesalers, et que le succès aujourd'hui vient d'une relation directe avec l'acheteur. Et donc un problème de construction de canaux de distribution maîtrisés, qui soient digitaux ou physiques, et un problème de durabilité. C'est-à-dire comment est-ce que je fais des produits qui sont meilleurs, qui sont plus responsables, comment finalement est-ce que je suis plus vertueux sur l'ensemble de ma chaîne de valeur. Et ma conviction, c'est que pour résoudre ces deux problèmes, la sustainability et l'omnicanalité, c'est la technologie qui va résoudre. C'est la technologie et l'innovation qui va permettre à ces marques-là de passer ce cap-là et de devenir des marques qui peuvent avoir une croissance durable, une réussite durable. Et donc, quand je démarre Remode, je vais chercher 150 startups partout dans le monde qui permettent aux marques de mode et de luxe d'innover sur toute la chaîne, du fil jusqu'au consommateur final. À ce moment-là, 2017, les marques, les acteurs commençaient à parler de ces questions d'omnicanalité et effectivement de responsabilité sociale et plutôt environnementale.
mais c'était des prémices de mise en place de stratégie. On n'avait pas vraiment de maturité, ou en tout cas pas pour la majorité d'entre eux, sur ces sujets-là. Vous avez vu les choses évoluer de ce côté-là ? Alors, c'est vrai que c'était tôt, mais en même temps, on avait sur scène Everlane, Allbirds, Veja, des gens qui, quand même, étaient déjà très précurseurs et qui faisaient déjà beaucoup de choses. Les choses ont évidemment beaucoup évolué, même si on pourrait dire que sur la dernière Fashion Week, par exemple, le sujet a complètement disparu. Donc, voilà, il y a des vagues, hein, mais je pense que c'est en train d'être internalisé. C'est-à-dire que toutes les marques maintenant ont une équipe sustainability, toutes les marques travaillent sur la traçabilité, toutes les marques savent que la mesure de l'impact et le coefficient environnemental vont être obligatoires, que le Digital Product Passport arrive. Donc bon, ça, je pense que maintenant les marques sont équipées, elles y travaillent, c'est pas toujours simple, ça prend du temps, ça devient moins quelque chose dont on a besoin de parler parce que maintenant on est en train de résoudre les problèmes. Ouais. Et justement, les startups que vous avez dénichées ou avec qui vous avez pu travailler, elles ont pris part à ces transformations-là ? Ah bah oui, il y en a plein. Startup, il y avait Clo 3D qui faisait du design en 3D et cartonne. Il y avait des startups de recyclage moléculaire, recyclage chimique qui font des trucs formidables. Non, il y avait plein de trucs. Et parmi ces startups, il y avait Ariani. Et donc, quand je démarre Remode, je dis à Fred, bon bah, écoute, je suis advisor, très bien, on commence à bosser, vous avez les prémices du white paper, etc. Mais je te propose de venir participer et de venir te confronter tout de suite au marché, même si c'est tôt, même s'il n'y a pas de techno, il n'y avait rien. Ah, la techno n'était pas encore, pas encore mature. Il n'y avait rien du tout, mais c'est même pas qu'elle n'était pas mature, elle n'était pas développée. On a développé le protocole open source, on l'a déployé en juin 2019. Alors, Remode, c'était en 2018, en novembre. Donc, en fait, c'est que vous ayez cru au plan sur le papier, quoi. Bah, d'abord, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'amitié pour Fred. Je lui fais une grande confiance. Il a des succès qu'on présente plus, Overblog, TID, etc. Donc, il a un peu de crédit. C'est un mec passionnant. Et donc, moi, je me dis, bon, là, il y a quelque chose de formidable. Et viennent se rencontrer deux choses. Son besoin, à lui, de structurer l'équipe avec un CEO et un associé qui prennent le lead vraiment de la boîte. Et les hésitations que j'avais sur le rachat du BM à l'époque par Informa. Moi, j'étais parti dans cette idée de Remode. J'avais amené ce projet à une équipe, à Mike Alick, des gens qui étaient à New York que je connaissais depuis longtemps, avec qui j'avais fait des joint ventures avec Eurovet et tout, des gens avec qui j'avais vraiment confiance. Puis tout d'un coup, c'est vendu à Informa. Il y a les équipes d'Informa qui arrivent. Et c'est pas des gens avec qui j'aurais choisi de travailler. Si on m'avait demandé avant, je serais pas. C'est pas là que je serais allé faire Remode. Et donc mon envie de continuer dans cet environnement-là, elle était limitée malgré le potentiel de Remode. Et en même temps, le besoin de Fred et l'envie de Fred qu'on fasse des choses ensemble était élevé. Donc du coup, ces deux éléments se sont rencontrés. Et la décision. Dans ma tête, ça s'est réglé en un déjeuner, quoi. Hein. Donc c'était une évidence en fait. Le fait d'avoir la chance d'être sur une techno tôt, sur un sujet avec un marché, un go-to-market que je connais bien, parce que j'ai toujours travaillé, que ce soit dans le conseil, dans les événements en France ou aux États-Unis, au service de ces industries. Donc, je les connais bien, j'ai un réseau, j'ai une compréhension assez fine des problématiques structurelles des entreprises sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. Et donc, voilà, tout ça, ça faisait énormément de sens. Il y a un potentiel incroyable, il y a des risques, mais c'est ça d'entreprendre. Ça donnait envie d'y aller. Justement, je me souviens des débuts, on parlait à ce moment-là surtout je parlais des termes en introduction du podcast, mais on parlait beaucoup de blockchain à ce moment-là. Le jargon a un peu évolué depuis, mais ça reste l'idée de base, ça reste le socle d'Ariani aujourd'hui. Alors, la blockchain, c'est l'infrastructure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Web3 sans blockchain, il n'y a pas de NFT sans blockchain. Je ne sais pas, hier ou avant-hier, on m'a dit, mais pour faire des NFT, vous êtes sûr qu'on ne peut pas se passer de la blockchain ? En fait, non. C'est-à-dire que les propriétés de rareté numérique et de propriété numérique sont permises par la blockchain. C'est un peu comme si quelqu'un me demandait si on peut jouer à un jeu vidéo sans carte graphique. C'est pas possible. Voilà.
Et si je continue à filer cette comparaison, est-ce que quelqu'un qui joue à un jeu vidéo sait comment fonctionne la carte graphique? Non. Est-ce que quelqu'un, quand on achète un jeu vidéo à la Fnac ou en ligne, demande « Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment fonctionne la carte graphique ?» Non. Donc, peut-être au début, on a posé la question, mais en fait, on parle moins de blockchain parce qu'on parle moins du moteur. On parle plus de l'usage. Donc, on est en train d'évoluer. Les investissements aussi sont plus sur les applications et les cas d'usage que sur l'infrastructure. Mais oui, il y a bien une blockchain partout, sur tous les cas d'usage du Web3, il y a bien une blockchain. Ce qui a évolué aussi, c'est la perspective. En 2017, on parlait beaucoup d'IBM Food Trace, on parlait beaucoup... Carrefour avait sorti sa traçabilité du poulet sur la blockchain. Et donc, on avait ce rêve que la blockchain allait résoudre tous les problèmes de transparence et de traçabilité. Voilà, on sait aujourd'hui que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'était une de mes questions. Pour plein de raisons. On va y revenir, hein, mais il y a des réponses assez simples à apporter. On sait que ça va être compliqué, que ce n'est pas les avantages immédiats. Et donc, comme c'est nouveau, il faut souvent expliquer. Il y a eu, donc, en 2017, c'était la traçabilité. Donc, les gens, quand ils entendent des blockchains, ils pensaient à ça. Aujourd'hui encore, hein, il y a des fois, je passe 1 heure à expliquer qu'on fait de la relation client désintermédiée, qu'on change le rapport aux données personnelles et à l'engagement. Et à la fin, on me dit « Ah, mais c'est quand même super de pouvoir tracer les matériaux. » Je dis « Mais en fait, c'est pas ce qu'on fait. » C'est pas le même sujet. Ce n'est pas le même sujet, ce n'est pas ce qu'on fait. Voilà, donc il y a encore beaucoup... Comme on l'a répété longtemps, enfin pas nous, hein, mais comme il y a eu longtemps, cette idée, cette association d'idées, parfois c'est dur d'en sortir. Puis ensuite, il y a eu l'émergence de la finance décentralisée, puis ensuite des NFT, puis maintenant on parle de Web3. Et maintenant on comprend qu'en fait, ce qui compte dans tout ça, c'est qu'on peut avoir des actifs numériques qui sont en fait des preuves numériques qu'on peut stocker individuellement en ayant tout le contrôle, et qu'on peut émettre pour avoir accès à des services. Donc, je vais vous donner un exemple, mais demain, votre diplôme, votre carte d'identité, votre permis de conduire, ça peut très bien utiliser cette notion de preuve numérique pour permettre à une personne d'avoir une sorte de sac à main digital qui est le wallet, dans lequel je stocke mes preuves numériques, preuve que j'ai bien fait cette école, preuve que j'ai bien le droit de conduire, preuve que je fais partie de tel programme. Et je vais pouvoir ouvrir mon sac à main, le connecter finalement à un site internet, à un lieu immersif ou un lieu physique, émettre cette preuve en créant de la confiance et accéder au service. Et donc ça, c'est le Web3 en fait. Tout le support du Web3, vous l'avez dit là, c'est la confiance. Un des éléments clés pour le développement, parce qu'aujourd'hui, on peut, même s'il y a des investissements assez conséquents qui seront mis en place, on est encore aux prémices et on a peut-être encore quelques difficultés à voir vers où ça va aller. Peut-être que vous avez des idées là-dessus. Mais en tout cas, la notion de confiance et justement d'utilisation de NFT dans le Web3, c'est la base du développement futur de ces technos. Oui, je pense que en fait, on est dans un monde maintenant qui est nativement digital. 80% de notre temps, là, les gens qui écoutent ce podcast, ils l'écoutent probablement sur un smartphone et c'est un podcast téléchargé depuis une appli. On passe 80% de notre temps derrière des écrans. L'essentiel des services ont une composante digitale. Je réserve un taxi, je fais une conférence téléphonique, je réponds à un email, j'interagis. Donc voilà, tout ça, c'est numérique. Il n'est pas illogique qu'aujourd'hui, la notion de valeur et la notion de preuve soient aussi nativement numériques. Je vais continuer avec mon idée du sac à main. Avec mon sac à main ou mon sac à dos ou ma sacoche physique, j'ai des choses à l'intérieur qui me servent à interagir avec la vie réelle. J'ai peut-être ma carte de mon club de sport, j'ai peut-être ma carte de crédit, j'ai ma carte d'identité. J'ai tout un tas d'éléments, sans même parler du look du sac qui me définit. J'ai à l'intérieur, qui me définit, ou en tout cas qui dit quelque chose de mon goût, de ce que j'ai envie de raconter sur moi. Qui est un message aux autres. Qui est un message aux autres. C'est quand même ça aussi l'histoire de la mode. Donc, j'ai ce sac qui est un objet esthétique, un objet de mode, ou pas.
ce qui est aussi un message, j'ai à l'intérieur des éléments qui me permettent d'interagir avec la vie physique. Bon, ça marche très bien dans un monde qui est physique, où tout est physique. Maintenant, tout se passe dans le téléphone et dans l'ordinateur. Eh bien, on va juste dupliquer cette notion-là. On va avoir un sac à main dans son téléphone, qu'on appelle un wallet, qui n'est qu'à nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas ni à Facebook, il n'est pas hébergé ni sur Facebook, ni sur Google, ni sur Instagram. Il est vraiment qu'à nous. Donc, il faut y faire attention. On ne peut pas le laisser dans le métro. On ne peut pas l'oublier dans le bus. On ne peut pas le laisser traîner. Il faut s'en occuper, quoi. Parce que si je laisse mon sac dans le métro, personne ne va me le ramener. Donc, il faut y faire attention. Il faut apprendre à y faire attention. Et à l'intérieur de ce sac, on va avoir ce dont on a besoin pour interagir avec des services numériques. Je connecte mon sac quand je rentre sur un site. Je montre que j'ai ma carte de membre. J'obtiens quelque chose. Je connecte mon sac quand je veux ouvrir un compte en banque. J'ai dedans ma carte d'identité et la preuve de qui je suis. Je peux ouvrir le compte en banque. Etc., etc. Et en fait, c'est juste cette notion-là de sac à main digital accompagné de ces preuves nativement digitales. C'est juste ça, le Web3. Et les tokens, les NFT, aujourd'hui, on voit des gens qui s'échangent des collections de singes déprimés aux opinions politiques discutables. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, vous avez raison de vous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Ce n'est pas normal. C'est pas logique, en fait. Voilà, c'est normal. Je veux dire, on peut tout à fait... il n'y a rien d'incongru à trouver étrange et exagéré ce qui vient de se passer depuis un an. Pour autant, il est intéressant de se demander quels sont les sous-jacents et les éléments importants qu'on peut retrouver là-dedans. Pourquoi les gens qui ont un Bored Ape donc ce sont ces singes, les singes pour ceux qui ne connaissent pas, mais effectivement les singes déprimés aux opinions politiques discutables. Donc c'est pourquoi ceux qui ont un Bored Ape sont reconnus par les autres. Parce que au moment où Bored Ape est sorti, eux, ils y croyaient déjà. Eux, ils étaient là. Ils avaient déjà de quoi faire partie de ce mint, de cette distribution. Ils s'y sont engagés, ils avaient déjà de la crypto, ils avaient déjà un wallet, ils savaient s'en servir, ils étaient déjà dans ces communautés. Donc ces gens-là... Ils faisaient partie du club. Voilà. Ils faisaient partie, en fait, déjà d'un mouvement de gens qui croyaient dans ce qui était en train de se passer. Et le fait d'avoir acquis ce Bored Ape leur a donné la preuve qu'ils étaient là avant les autres. Et donc, en fait, une fois que cette preuve a été obtenue, les gens qui ont créé ce projet ont été malins parce qu'ils ont dit, ceux qui ont cette preuve vont avoir droit à un truc en plus. Ceux qui vont avoir cette preuve, peut-être ils peuvent la montrer à un autre projet, montrer qu'ils l'ont eu et peut-être ils seront traités différemment. Et en fait, c'est cette façon de dire, moi j'étais là à ce moment-là et donc j'ai un singe. Et donc j'obtiens plus de valeur parce que finalement je veux pas le vendre parce que c'est très cool. Donc d'autres qui arrivent plus tard se disent, attendez, si c'est ça le truc, moi je le veux aussi, mais comme ils veulent pas me le vendre, le prix monte. Comme les autres projets qui lancent disent, nous on veut les mecs cool. Ils disent, si tu peux me montrer que tu as le Bored Ape, je te laisse rentrer avant les autres. Et en fait, c'est juste cette notion-là de preuve, de preuve que j'y étais avant, qui fait que le prix monte parce que les gens veulent pas vendre, que d'autres veulent acheter, et qu'il y a de la valeur parce que d'autres reconnaissent la preuve. Ce qui est vachement important là-dedans, c'est cette idée de reconnaissance de preuve en dehors des murs de la marque. Quand on a un Bored Ape, ou n'importe quelle preuve, là où ça devient intéressant avec cette technologie, c'est qu'on peut aller la montrer ailleurs. C'est-à-dire que le sac à main numérique, il est connectable partout. Il est interopérable. Et que n'importe quelle interface Web3 va accepter que le wallet soit connecté et que le sac à main soit connecté, va savoir regarder quels sont les NFT qu'il y a dedans et qu'on a envie de montrer, et va savoir dire, je t'ouvre cette porte en fonction de ce que tu as dedans. Et donc, c'est cette notion-là qui est extrêmement importante. Et oui, ok, le délire autour des singes, on peut trouver ça ridicule ou pas. En revanche, ce que tout ça permet, c'est ça qui est important. C'est ça qui intéresse les marques de luxe et les marques de mode. C'est principalement ce côté réussir à faire en sorte que les gens se sentent faire part d'une communauté. Ou qu'est-ce qui fait que le luxe et la mode sont très friands de ces univers et de ces solutions? Ouais, je pense qu'il y a des éléments fondamentaux dans les actifs numériques qui collent bien avec l'idée du luxe et de la mode. La rareté, la possession, la possibilité de montrer qu'on fait partie de quelque chose, qu'on est culturellement pertinent, qu'on est au goût du jour, qu'on est à la mode. Donc tout ça, ça résonne vachement.
Il y a aussi l'idée ou la possibilité peut-être ou la perspective de nouveaux revenus à très forte marge, basés sur des produits qu'on n'aurait pas besoin de construire. Ça, c'est un peu plus illusoire à mon avis. Évidemment, on va trouver quelques exemples. Nike, un chiffre d'affaires colossal là-dessus, parce qu'ils ont racheté Artefact. Sans Artefact, il y avait zéro. Mais derrière, si on sort les revenus de la revente, les revenus de la vente, même sur Nike, mais derrière, il n'y a pas grand-chose derrière Nike. Tous les acteurs sont à très peu d'euros, de milliers d'euros, peut-être de millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Oui, et puis que c'est pas forcément répétable. Tiffany a fait un truc superbe avec les colliers personnalisés, mais on ne va pas faire ça 50 fois. Moi, je trouve que ce qui est assez remarquable dans l'écosystème, c'est Lacoste, qui a réussi un coup de maître, très rapidement, avec simplement la force de la marque. Oui. Juste la force de la marque, qui a réussi à déployer une collection, à créer très très vite une communauté d'une taille suffisante, et qui est maintenant en train de transformer ça. Et je vous invite à regarder tout ce qui sort et tout ce qui va sortir chez Lacoste autour de ce projet-là, parce que c'est hyper intéressant. C'est comment, à partir de cette communauté, on va vendre des nouvelles choses, on va créer des produits spécifiques, parfois à la demande. C'est incroyable, en fait, ce qui est en train de se passer autour de ça. Mais autour de cette idée qu'on a réuni une nouvelle communauté et qu'on va travailler là-dessus et leverager sur le business de base. Donc, voilà. Et après, toutes les marques, même celles qui ont réussi, la poignée qui ont réussi, elles sont déjà en train de se demander, OK, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment est-ce que je transforme tout ça? Comment est-ce que ça impacte mon business en direct? Et c'est ça les questions qu'il faut se poser. Ouais. Et là, je regardais parce que c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir eu plein de chiffres venir sur le potentiel du Web3. J'ai lu du 80 milliards à 2030, j'ai lu du 120 milliards. Vous voyez quoi, en fait? Et ça dépendra de quoi l'évolution du marché aujourd'hui? C'est quoi? Je dois avouer que même en lisant quasi quotidiennement dessus, j'ai l'impression qu'on a du mal à savoir vraiment quantifier le potentiel. Oui, parce que ce potentiel, il s'exprime comment? Il s'exprime en croissance du business existant, il s'exprime en rendant possible des modèles d'affaires qui n'existent pas aujourd'hui. On peut parler du second marché. Aujourd'hui, dans le système des NFT, tous les actifs numériques sont visibles sur la blockchain. Ce qui fait que la place de marché de seconde main, elle les voit tous. Et elle les montre tous. Et donc, qu'on soit vendeur ou pas, les objets sont visibles. Si on devient vendeur, on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui propose d'acheter tout de suite, mais si on ne l'est pas, on peut recevoir une offre. Imaginez si tous les vêtements étaient automatiquement listés sur Vinted ou sur Vestiaire. Imaginez si, alors qu'on utilise aujourd'hui 20% de notre garde-robe, n'importe qui pouvait venir faire une offre sur un pull, un sweater, un pantalon qu'on a dans notre garde-robe et qu'on n'utilise pas. Et on reçoit une notification disant, tiens, t'as ça en 38, moi j'en ai envie, est-ce que tu me le vendrais? Imaginez si, ce faisant, et avec la confiance qu'amène le fait de pouvoir prouver qu'on est le propriétaire d'un objet qui vient bien de la marque, les coûts d'authentification baissaient et qu'il y ait moins de temps à passer pour vérifier que l'objet est authentique, soit par la marque, soit par la marketplace, soit par l'utilisateur final, et qu'il y ait de la place pour donner une royalty aux marques originales. C'est-à-dire, si j'achète un objet chez une marque, je sais que quand je revendrai, il y a 5% pour la marque. Ben là, ce qu'on voit venir, c'est un business model vertueux autour de la circularité, alors qu'aujourd'hui, les marques, elles ont quand même envie de croître, donc on peut dire, oui, je fais de la seconde main, mais enfin, il faut quand même l'année prochaine que je fasse plus 5% ou plus 10%. Ce plus 5%, plus 10%, s'il vient que de la production de nouveaux objets, on s'en sortira jamais. Donc, on produit 2 fois plus de vêtements qu'il y a 10 ans, et on en utilise 2 fois moins. Donc, le serpent se mord la queue, tant qu'on n'a pas créé de nouveaux modèles de revenus. Donc, la possibilité de tokeniser les objets, de les rendre accessibles sur des marketplaces, donc de régler le problème de l'inventaire, de faire que tout un chacun puisse venir dire « moi j'ai besoin de ça, si je cherche quelque chose,
j'ai pas besoin de chercher que dans le neuf. Je suis sûr qu'il y a quelque part ce pantalon en 38 et je peux envoyer une offre à la personne qui le possède. Et je suis OK avec le fait que, comme tout ça est facilité, il y a un deal qui est clair avec la marque. Je sais depuis le début que j'aurai 5% en moins quand je le revendrai. Parce que de toute façon, ce que prennent les marketplaces aujourd'hui, c'est pas plus. Donc, ça, c'est un premier élément de business. Après, il y a un deuxième élément de business qui est la réduction des coûts. Et ça se maîtrise pas, ça se mesure pas nécessairement comme ça. Mais aujourd'hui, pour toucher avec un post de manière organique des followers sur Instagram, un post organique, c'est 5% de reach. Donc, je touche 5 utilisateurs sur 100. 5 de mes propres followers sur 100 vont voir mon post. Et donc, je dois payer. Je dois sponsoriser mon post pour qu'il soit vu. Et dans 4 ans, ça coûtera 4 fois plus cher et ça sera 4 fois moins efficace. On retombe sur ce que vous disiez au début, sur le fait d'avoir un intermédiaire qui prend la marge. Exactement. Donc, si demain, tout ça, ça me coûte moins cher et que, par exemple, je dis, tiens, si je veux vous envoyer un message à vous, plutôt que de payer Facebook, c'est vous que je paye parce que vous avez défini que vous, pour vous parler, c'est 1 euro, pour vous montrer une pub ou quoi que ce soit. Ça change, ça coûte moins cher et puis ça crée quelque chose de différent avec les utilisateurs. Donc, il y a des nouveaux modèles de revenus, tels que le système de royalty dont je parlais là. Il y a des nouvelles économies liées à la désintermédiation de la relation. Et ensuite, il y a des nouveaux produits. Ces nouveaux produits, par exemple, on pourrait s'imaginer que demain, on passe beaucoup de temps dans des environnements immersifs, qu'on a un avatar et qu'il faut habiller cet avatar. Et là, il y a probablement un potentiel colossal. On voit bien des gens qui dépensent des centaines d'euros par an pour habiller leur avatar sur Fortnite, alors qu'ils ne possèdent pas la fringue. En réalité, il faut être bien clair. Vous travaillez notamment sur les jumeaux digitaux, c'est ça des solutions où il y a un produit qui existe dans le réel et qu'on va retrouver dans les métaverses, ou en tout cas dans une certaine partie des métaverses. Alors, il y a plein de définitions du jumeau digital. Oui. Donc, nous, là où on a vraiment une très forte expertise, c'est plutôt sur le passeport digital. C'est-à-dire cet élément numérique qui accompagne l'objet et qui permet de lui adjoindre des services et qui sera la base demain de nouveaux modèles de circularité, de royalty, de réparabilité, d'ajout de services, qui devient aussi une forme puisque c'est la preuve que j'ai ce vêtement, ça devient une sorte de carte de membre digitale que je peux utiliser auprès de la marque ou auprès de tiers. Dans ce passeport, on pourrait très bien rajouter un fichier 3D qui permet d'habiller un avatar. Voilà. Donc finalement, ce double digital tel que vous le qualifiez, qui est celui qui est la réplique finalement de l'objet physique pour habiller l'avatar, ce n'est qu'un actif, c'est qu'un fichier. Et ce fichier, il peut être embarqué dans le wallet, dans le NFT. Donc voilà, cette masse d'argent futur, elle peut s'exprimer de plein de façons différentes. Nouveau business model, économie à des endroits où on est, je dirais, confisqué presque, injustement taxé sur de la relation client, parce que c'est quand même un truc incroyable qu'on dise à des gens, venez me suivre sur mon réseau social, et qu'ensuite on doive payer pour leur parler. Et puis, nouveau modèle avec des objets purement numériques, soit qui permettront d'habiller des avatars, soit qui permettront d'habiller le background de votre Zoom, ou de vous faire un filtre pour le pull que vous portez, le jour où vous êtes en vidéoconférence, ou d'améliorer votre photo de profil avec quelque chose de graphique qui vous ressemble ou qui vous identifie à une marque. Tout ça, c'est des moyens, finalement, d'avoir... je dirais une visibilité, un statut, s'associer à l'idée d'une marque dans l'univers digital. Donc là, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de choses à faire. Et vous croyez aux 3 points ou vous êtes plus à vous dire, bon, nous, chez Ariani, on axe sur tel ou tel sujet? Nous, on croit que la possibilité de posséder un actif digital permet de répondre parfaitement aux 3. Et on se focalise sur le primitif, qui est l'actif digital, et le fait de rendre les marques capables de les émettre et de les distribuer. Et ensuite, leur stratégie, leur créativité, leur envie de se focaliser d'abord sur la circularité ou sur la relation client et l'économie des coûts liés à la relation client, ou sur la génération de nouveaux revenus avec des use cases nouveaux, ça finalement, le primitif, il permet les 3, donc il n'y a pas de problème. Vous, justement, ce qui est assez particulier avec Ariani, c'est que vous
travaillez avec un protocole open source, donc ouvert, avec vos clients, ou en tout cas des marques partenaires, des acteurs qui sont dans le luxe, la mode, mais pas seulement. Quels échanges et sur quoi ils poussent finalement j'imagine que ça demande aussi beaucoup de discussions. Alors, le cœur d'Ariani, en effet, c'est un protocole open source. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une brique de technologie ouverte, documentée, que tout le monde peut utiliser. C'est pas parce que tout le monde peut l'utiliser que c'est facile de l'utiliser non plus. Donc, après 2 ans de développement de l'open source, on a aussi développé une start-up, une boîte de technologie qui vend des logiciels, des interfaces qui permettent d'utiliser l'open source. Aujourd'hui, tout ce qu'on sort, c'est avec ça. C'est-à-dire que 100% de nos clients nous disent « c'est super qu'il y ait de l'open source dessous parce que ça me permet d'avoir la garantie sur mon indépendance pour demain et si j'ai plus envie de travailler avec vous, je pourrais continuer avec ça ». Mais 100% disent « mais on va quand même prendre la licence parce que c'est quand même beaucoup plus facile ». Donc ça, c'est quand même important de le noter. Ensuite, les 2 grandes questions autour de l'open source, notre open source, notre techno open source, elle est gérée par une association. Dans cette association, vous retrouverez le groupe Richemont, vous retrouvez Moncler, Audemars Piguet, Mugler, Yves Saint Laurent Beauté, voilà, plein de marques, mais aussi IBM, The Sandbox, GS1, l'Unifab. Voilà, donc il y a une 50aine de partenaires qui travaillent ensemble. Il y a 2 grandes questions. La première question, c'est ce protocole open source, on le met sur quelle blockchain ? Aujourd'hui, on est dans l'environnement Ethereum, dans différentes, ce qu'on appelle des sidechains. Je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est. Imaginez que les blockchains, aujourd'hui, c'est un univers dans lequel il y a plusieurs galaxies. Il y a une galaxie qui est Ethereum. C'est la plus grosse, c'est là où il se passe le plus de choses. Au cœur d'Ethereum, de cette galaxie, il y a un soleil qui est la chaîne principale, qui est essentielle à la vie de cette galaxie, mais qui est aussi très difficile à gérer. Il fait chaud, donc il faut être très bien équipé, ça coûte très cher de se balader dessus. Et autour, vous avez des planètes qu'on appelle des sidechains. Et il y a des bridges qui permettent de se balader d'une à l'autre, comme des vaisseaux spatiaux qui permettent de passer d'un à l'autre. Nous, on travaille sur certaines des sidechains d'Ethereum. Donc, on est dans la galaxie Ethereum et on est sur 2 planètes qui sont autour. Peut-être demain, il faudrait être sur une 3e. Peut-être que demain, le soleil Ethereum, sa température va baisser grâce à ces upgrades et que donc, ce sera plus facile d'aller directement au cœur de la galaxie. Et donc, un des sujets principaux des membres de l'association, c'est sur quelle blockchain on est. Sur comment est-ce que demain, l'infrastructure, elle est bonne pour tout le monde. Et donc ça, c'est des discussions. Je peux vous dire que là, c'est là où il y a le plus de monde. Oui. Tout le monde vient, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde propose quelque chose. Et c'est ça qui est formidable aussi, c'est que maintenant, on a des experts. Chez toutes les marques membres, on a des experts. Oui, le fait que les sujets soient matures et que ce soit pris au sérieux, maintenant, tout le monde a des gens qui sont qualifiés. Tout le monde a un expert Web3 qui a bossé depuis 2 ans, qui a fait ses études, qui a fait ses recherches, etc. Mais juste par rapport à ça, le fait que, d'ailleurs, Ethereum a communiqué dessus, d'avoir une blockchain moins énergivore, plus responsable, le Web3 est très énergivore, a priori. Ça, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Je sais pas. Moi, j'ai lu des études qui disaient que l'utilisation du Web3 entraînait beaucoup de consommation d'énergie. Je vous invite à lire l'article de Douzbek Erika sur la consommation réelle du Bitcoin pour vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas appuyées sur des faits scientifiques. Que dans ces galaxies telles que je le décrivais, il peut y avoir des planètes qui sont très vertes et qui sont hyper basses en énergie. Nous, c'est celle qu'on a toujours choisi d'utiliser. D'accord. Par ailleurs, quand quelqu'un devient validateur d'une transaction, qui peut dire exactement sur quel type d'énergie il est branché ? Est-ce qu'il est branché sur du nucléaire, du renouvelable, pas du renouvelable, du fossile, pas du fossile ? Très compliqué. Donc, c'est un énorme bad buzz, cette histoire. Et de toute façon, je veux dire, on est dans un monde où tout truc qu'on fait en plus est discutable. Je ne sais pas combien ça a fait d'énergie, le podcast qu'on est en train de faire ou de l'écouter, mais j'imagine que c'est pas rien. Quand on a du e-commerce partout en Europe, avec des serveurs qui répliquent les contenus dans tous les pays, il y a certains sites e-commerce, même de marques, qui, à mon avis, sont des blockchains, je sais pas. Si j'ai 27 nœuds, 27 serveurs qui répliquent partout dans l'Union européenne, j'ai 27 nœuds, je suis une petite blockchain.
alors que j'ai un site e-commerce. Ça, on n'en parle pas trop. Donc, la réalité de l'utilisation du digital aujourd'hui et des serveurs, elle est, je dirais, pareille pour la plupart des sujets. Et on parle assez peu du métaverse, mais le métaverse, faire tourner des cartes graphiques à plein régime pour avoir de la 3D disponible partout. Bon, étonnamment, la blockchain, on a mis le doigt dessus et on a dit, voilà, ça c'est le problème. Sans faire le tri, je vous parlais tout à l'heure d'un univers dans lequel il y a la galaxie Ethereum, mais beaucoup plus loin, très très loin, des années-lumière de la galaxie Ethereum, vous avez la galaxie Bitcoin, dans laquelle il n'y a qu'un soleil, il n'y a même pas de planète autour, il n'y a rien du tout. Alors ça, celui-là, il est très consommateur, mais pour de bonnes raisons. Ce truc-là, il a été construit pour pas être censuré par la Chine ou les États-Unis. Et il n'a jamais cassé d'ailleurs. Et donc, bon, on peut discuter de sa pertinence, mais un système, je veux dire, quand une bourse, quand Euronext, ou quand une bourse ou une bourse financière, à la fin de la journée, gère tous les SaaS, toutes les opérations de rebouclage entre les erreurs, le calcul informatique que ça génère, etc. C'est également énergivore. Bah oui, si c'est ça qu'on remplace, moi j'aimerais bien qu'on compare des pommes à des pommes. Donc moi, et ça c'est complètement notre débat. Bitcoin c'est pas le Web 3. Ouais. Bitcoin c'est une monnaie numérique, c'est une alternative à l'or. L'or qui d'ailleurs est une hérésie absolue environnementale. C'est un délire. C'est-à-dire c'est terrible à extraire, c'est terrible à stocker. Après tout, est-ce que le Bitcoin est pas moins énergivore que l'or? Je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un autre sujet. Est-ce que c'est possible d'avoir un compte personnel sur Internet qui est un wallet plutôt qu'être un compte Google ou Facebook? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça consomme plus ou moins d'avoir un wallet que d'avoir un compte Facebook ou Google? J'aimerais bien avoir une étude là-dessus. Étrangement, personne ne l'a faite. Est-ce que ça consomme plus ou moins d'avoir un NFT qui représente mon lien avec une marque ou une communauté que d'avoir donné mon email ou d'avoir suivi sur Instagram? Je n'ai pas vu d'études qui ont fait ça. Donc, moi, cette histoire des blockchains qui consomment, je trouve qu'on compare pas les choses les unes avec les autres et que c'est un peu superficiel et que c'est devenu un truc. C'est comme quand on disait que l'industrie de la mode était la deuxième plus grande pollueur. C'est n'importe quoi. C'est faux. C'est devenu un critère. Oui, mais c'est faux. Oui, bien sûr. Moi, je l'entends encore dans des tables rondes. C'est faux. Vanessa Friedman, dans le New York Times, l'a démontré, l'a redémontré. C'est peut-être la 6e, c'est peut-être la 7e. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, le truc est ancré. Et pendant des années, on est obligé de rediscuter, de savoir si on est bien la deuxième industrie la plus pollueuse et si quand même Bitcoin, c'est terrible. Mais oui, mais Bitcoin, c'est pas le Web 3. Donc voilà, je pense que c'est comme... je ne vais pas rentrer dans ce sujet du nucléaire, mais c'est comme avec le nucléaire. On se focalise sur un truc qui fait très peur, on s'énerve dessus et on le compare plus. On compare plus... son danger réel, la réalité de l'impact sur les vies des uns et des autres, l'occurrence des risques, les problèmes des risques. Donc voilà, je dirais que tout ça, ça nécessite, en fait, si on veut des réponses... Il faut un peu du recul aussi. Du recul et il faut creuser, il faut bosser. Et bosser, c'est casse-pied, parce qu'il faut se palucher des livres et des livres, des centaines de pages de trucs compliqués. Et ça, personne n'aime ça. C'est plus facile de lire le headline de la notification sur l'iPhone qui dit le Bitcoin qu'on consomme plus que l'Estonie. Et puis bon, ça y est, c'est réglé. Le Web 3, c'est pourri. Bah non. Donc il faut bien faire la part des choses. Il faut lire et travailler et aller au bout des choses et bien se renseigner et pas se dire juste j'ai lu un article. D'où il vient? Quelle est la source? Est-ce qu'elle a été vérifiée? Est-ce qu'elle compare des choses, des pommes avec des pommes ou des pommes avec des carottes? Est-ce qu'on parle bien des bons sujets? Sur le, c'est dit. Sur le développement, donc vous parliez des axes de travail avec les personnes qui sont inscrites dans le protocole. Donc il y a le travail sur la blockchain. Et vous disiez il y a un deuxième axe de travail. Il y a un deuxième axe de travail, c'est l'interface client. Parce que pour avoir une preuve numérique ou une carte numérique ou un NFT, faut avoir le sac numérique, qui est le wallet. Et en fait, le wallet, il faut bien comprendre ce qu'est un wallet. C'est une adresse qui commence généralement par 0x, qui identifie une petite zone sur une base de données partagée, qui est une blockchain. Donc, qui identifie une zone sur un serveur, hein, sur un serveur partagé, on va dire. Cette zone est le réceptacle
d'actifs numériques. Et si on a la clé privée, le mot de passe de cette zone, on peut y accéder. Et donc le wallet, il est sur le réseau. Et le problème, c'est quelle est l'interface qui permet d'y accéder. Un peu comme, est-ce que j'ai un client mail? Est-ce que j'ai une app mail qui me permet d'installer mon mail dedans pour voir les mails sur le serveur? Et parfois, j'ai cette app mail, je peux l'avoir sur mon téléphone, je peux aussi l'avoir sur mon ordi, je peux l'avoir sur plusieurs téléphones, sur mon iPad, et va accéder au même mail. Ok? Donc, c'est un peu le même concept. Sauf que les applis de wallet sont moins développées, on en trouve moins facilement que les applis de mail. Et donc, il y a une vraie question pour les marques, c'est comment est-ce qu'on onboard le prochain milliard d'utilisateurs de façon simple? Aujourd'hui, clairement, cette notion de wallet, pour beaucoup d'utilisateurs, elle est encore très, très, très floue. Bah oui, parce que puis c'est fatigant à gérer, c'est compliqué, cette clé privée, l'angoisse de la perdre et tout ça. Exactement. Donc c'est compliqué. Donc là, il y a plusieurs types de solutions. Il y a des wallets très connus comme MetaMask qui ont été des applications de wallet ou des navigateurs de wallet, on va les appeler. Parce que dans MetaMask, j'ai plein d'adresses. Je peux avoir plusieurs adresses. Comme dans Mail, je peux avoir plusieurs mails. Comme dans mon appli Outlook, je peux avoir plusieurs mails. Donc, il y a MetaMask qui a été principalement créé pour de la crypto. Pour trader des actifs, pas des NFT, quoi. Oui. Donc sur l'extension de navigateur MetaMask, on ne le voit même pas les NFT, ils les affichent pas. C'est dire à quel point c'est pas fait pour ça. C'est compliqué pour j'ai le truc, je le vois pas. Lambda. Ah ben, compliqué. Donc il y a des solutions pour ça. Nous, on a créé un wallet qui s'appelle .wallet, qui permet de résoudre un certain nombre de ces problèmes. Mais comme on passe par les marques, on est B2B2C, on propose cette solution aux marques pour qu'elles onboardent leurs clients. Et c'est vrai qu'une appli de plus, parfois, c'est un peu fatigant. Donc, on a créé des briques qui permettent aux marques d'onboarder leurs utilisateurs dans leur compte client. Par exemple, Moncler a sorti pour ses 70 ans, dans l'app Moncler, dans votre compte, il y a une section « Mes assets digitaux ». Vous voyez vos NFT Moncler. Et donc, il y a une clé publique, donc une adresse de wallet qui est associée à votre compte. Et puis, si vous voulez, le jour où vous êtes mûr, ou le jour où vous êtes prêt, ou le jour où vous avez une bonne app qui vous va bien, qui fait ce que vous voulez, bah, vous pouvez transférer votre asset. Très simplement, en quelques clics. Mais l'onboarding se passe simplement dans un univers de marque. De marque, via la marque. Et c'est une question aussi d'anticiper les sujets et d'être prêt quand le consommateur final sera mature. Ouais, c'est exactement ça. C'est dire, OK, on vous facilite la vie. Soit vous êtes prêt, il y a une petite poignée de gens, je crois qu'il y a 1 million d'utilisateurs actifs sur OpenSea. Il y a à peu près à ce jour 100 000 utilisateurs actifs du wallet que nous avons créé. D'accord. C'est à peu près 10% des utilisateurs actifs. Enfin, ça fait quand même pas BZF. Hein. Donc, via tous les consommateurs possibles, c'est voilà. Assez restreint. Donc, ce qu'on va dire, c'est les marques vont avoir l'opportunité, en utilisant des briques qu'on propose, de simplifier l'entrée. Ça a un coût, entre guillemets, pour le consommateur. C'est-à-dire que si je suis dans mon compte chez la marque, j'ai ouvert un compte. Donc, j'ai un login, j'ai un password. Donc, c'est vrai, j'ai plus peur de perdre ma clé privée, mais enfin, j'ai un compte chez la marque. Si vraiment je veux pas avoir de compte, je dois apprendre à m'en servir. En fait, on peut pas tout avoir. Soit on garde la simplicité du login password, d'être connu dans la donnée personnelle, etc., ce qui peut être très pratique et parfois largement suffisant. Et à ce moment-là, on enlève les inconvénients, mais on perd quelques-uns des avantages. Soit on veut garder tout le contrôle sur ses données, être dans avoir son propre sac à main numérique qu'on maîtrise, et à ce moment-là, il faut apprendre à s'en servir et il faut faire un peu de recherche. Et je pense qu'il y aura une troisième étape qui est la mise à disposition d'applis super cool, super simples, qui rendront tout ça beaucoup plus facile à utiliser. Parce qu'aujourd'hui, l'acceptation des modalités d'utilisation de Facebook et d'autres réseaux sociaux ou d'autres intermédiaires, c'est la facilité d'utilisation, en fait, l'entrée. Aujourd'hui, vous, pour concurrencer ça, c'est effectivement arriver à une certaine maturité sur la facilité d'utilisation du wallet. En fait, la question, c'est ça fait 10 ans qu'on nous simplifie la vie, oui. Au prix de nous transformer en produits. C'est ça. Voilà. Donc, on a très bien accepté ça. Et comme on n'est pas tous citoyens anglais, on n'a pas vécu le Brexit. Comme on n'est pas une jeune fille d'Alabama qui peut plus avorter, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir eu Trump comme président. Donc, on continue à trouver ça OK. Mais jusqu'au jour où
Jusqu'au jour où un matin, on se réveille, et puis, mince, il s'est passé un truc dans notre pays qui n'est pas tout à fait comme on voulait, et on s'aperçoit que c'est parce qu'il y a une fuite de données personnelles quelque part que c'est arrivé. Et donc, c'est dur de le mesurer tant que c'est pas arrivé. Hein. Donc, on a accepté beaucoup de simplicité. On a voulu beaucoup de simplicité au prix de quelque chose dont on mesure pas tout à fait le coût. Et donc, aujourd'hui, ce qui est difficile, dans la bascule, c'est de dire quels sont les avantages immédiats auxquels j'ai droit qui me font accepter d'avoir un parcours client plus difficile. C'est ça qui est dur à matérialiser. Et ça va venir de l'effet réseau. C'est-à-dire que plus il va y avoir d'utilisateurs, plus il va y avoir de services, plus il va y avoir de bénéfices à l'effet réseau. L'entraînement. Plus naturellement, parce qu'aujourd'hui, on voit des marques qui parlent d'utilité. Il faut que je donne de l'utilité à mon NFT. Mais si ton NFT n'a pas d'utilité intrinsèque, c'est qu'il y a un problème. On va pas dire à quelqu'un d'acheter ou de garder un NFT puis le couvrir de cadeaux pour qu'il le conserve, pour que l'opération soit un succès. Soit ça a de l'intérêt d'avoir une preuve que je fais partie de la communauté, ou que j'ai acheté le produit, ou que je suis membre, et il y a une bonne raison d'émettre cette preuve quelque part de manière digitale. À ce moment-là, il y a une bonne raison d'utiliser un NFT. Soit on ne sait pas répondre à ces questions-là, puis il vaut mieux pas le faire que de couvrir de cadeaux l'utilisateur. Du coup, ce que vous dites là, c'est que aujourd'hui, les marques ont testé à quoi ça pouvait ressembler les NFT, font des tests sur le métaverse, etc. Mais qu'aujourd'hui et dans un futur très proche, si elles veulent monter en puissance, il faut vraiment un propos et une réelle stratégie autour de ces outils-là. Oui, exactement. Il faut se dire, OK, qu'est-ce que... Moi, je veux jouer quoi comme rôle ? Je veux que ça règle quel problème de business pour moi, à court, moyen, long terme ? Comment est-ce que j'accepte le fait que même si j'ai bien identifié ce que je voulais que ça règle, c'est pas sûr que ça le fasse tout de suite. Et donc, si je veux être prêt à avoir des effets massifs quand ce sera à l'échelle, je dois accepter aujourd'hui d'avoir des effets moindres. Et donc, je dois regarder mon retour sur investissement de ce que je fais avec un œil, je dirais, d'acceptance, quoi, d'un petit peu de souplesse. Et je me prépare, en fait, à construire mon infrastructure, ma stratégie, mes use cases. Et la question que je me pose, c'est si dans 6 ans, il y a 1 milliard d'utilisateurs, moi, je serai où ? J'aurai combien de wallets ouverts? J'aurai combien de millions de NFT distribués? J'aurai quel type d'expérience token gated, donc dans lesquelles c'est le token et le wallet qui ouvrent la porte d'une personnalisation. J'aurai appris quoi? Mes équipes, elles seront formées comment? J'aurai fait la transition de mes outils comment? Et c'est vrai que parler de 6 ans dans un monde d'immédiateté comme le nôtre, pour certaines maisons, ça peut sembler complètement dingue, mais il y a plein de maisons qui comprennent très bien le long terme. Et c'est aussi un avantage, je trouve, dans cet univers qu'est le luxe. C'est que le luxe et la mode, c'est qu'il y a des savoir-faire, il y a un rapport au temps qui est différent. Et donc, aujourd'hui, nous, on aime beaucoup les discussions qu'on a avec les marques parce qu'elles sont un peu dépassionnées de la folie et de cette idée qu'on va avoir de l'argent rapide. Mais elles sont plus focalisées sur les transformations profondes qui peuvent être permises par cette technologie. Vous parliez d'1 milliard de consommateurs qui auraient un wallet. C'est pas du doigt de mouiller, j'imagine. Donc, quel profil aurait ce consommateur et du coup, comment le convaincre d'être chez nous plutôt qu'ailleurs quand on est une marque ? Eh bien, le profil, je sais pas tout de suite. Ce que je sais, c'est que ça, c'est des projections qui viennent du State of Crypto, de A16Z, et puis de cabinets de conseil qui proposent des trajectoires comme ça d'onboarding. Ce qu'on voit, c'est que la courbe, elle est très corrélée. La courbe d'adoption est très corrélée avec la courbe d'adoption d'Internet. Elle va à peu près à la même vitesse qu'au début de l'Internet. Donc, si ça continue à aller comme Internet, ça ira vers ce que je vous donne comme utilisateur. Mais ça peut aussi s'accélérer. Quel va être le profil ? Aujourd'hui, j'en sais rien du tout. Notre pari, c'est que le bon véhicule pour cette adoption, c'est les marques. C'est de permettre aux marques de transformer les usages en mettant à disposition ces outils. Vous, justement, pour les accompagner, vous voyez quelle perspective pour Ariani sur les 2-3 prochaines années ? Vous avez levé 20 millions d'euros cette année en 2022. Quelle est la perspective d'Ariani ? Nous, la perspective, elle est d'abord de construire le meilleur produit du marché. Donc d'avoir la suite Web3 pour marques
et pour entreprises la plus complète, la plus robuste, la plus sécure, la mieux connectée, la mieux intégrable dans les systèmes d'information. Donc, c'est vraiment un product play, quoi, d'une certaine manière. La moitié de la boîte, c'est des ingénieurs. Et on construit des produits, des outils, en essayant qu'ils soient le plus pertinents possible pour les besoins des marques. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que demain, toutes les marques, dans leur système d'information, il y a un ERP, il y a un CRM et il y a un NFT Management Platform. D'accord, c'est la troisième brique en fait que doit constituer le groupe. Exactement. Et c'est connecté au reste, parfaitement intégré. Donc d'abord, il faut qu'on ait ce produit. Et il est déjà très, très bon, mais il sera encore meilleur dans 1 mois, et encore meilleur dans 2 mois, et encore meilleur dans 3 mois. Donc ça, c'est la première utilisation des capitaux, enfin de l'argent des capitaux, c'est la construction d'un produit. Ensuite, il y a l'accélération de l'adoption et convaincre plus de marques plus vite de faire des choses qui ont plus de sens. Et pour ça, il faut pas des commerciaux, il faut des gens qui aident, qui comprennent, des stratégistes, des gens qui vont passer du temps avec les marques pour leur apporter une réponse business avec des outils Web3. Donc ça, c'est notre partie de la boîte. Et puis ensuite, il y a des gens qui font parler de ce qu'on fait, et puis des gens qui permettent à la boîte d'exister, et puis d'être un lieu de travail aussi qui soit divers, inclusif, positif, où les gens sont heureux de travailler, où ils ont un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. On est une boîte qui est remote d'abord, donc c'est très important pour nous de créer un environnement de travail qui soit d'abord et avant tout une super boîte où on a envie de bosser, où on est heureux et où on est meilleur et plus employable quand on en sort que quand on est rentré. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est 60. Et dans 2-3 ans ? Je sais pas. Ça dépendra. Non, je sais pas. Je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin de doubler la taille à chaque fois qu'on veut doubler le chiffre d'affaires. Donc là, pour l'instant, on va s'atteler à croître vite pour gagner des places et des parts de marché rapidement pour accélérer l'adoption et contribuer à accélérer la décentralisation d'Internet et la prise en main de cette technologie par les utilisateurs. Et c'est ça notre métrique principale. Et on va essayer de le faire très fort avec les équipes qu'on a là. Bon courage dans ce combat-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Nicolas Hurstel d'avoir été l'invité de ce podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour de nouvelles écoutes. Merci beaucoup.